Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de votre émission Autant le dire. Notre invité est le docteur Gérard Patrick Toucault. Il est médecin de santé publique, auteur d'un ouvrage paru il y a quelque temps aux éditions universitaires européennes, un ouvrage de 121 pages intitulé Leçons apprises de la maladie à Covid-19 au Cameroun. Nous lui poserons des questions et d'autres sur le Covid-19 au Cameroun et également sur les questions de santé publique. Merci de rester fidèle à Naya TV. Merci de regarder Autant le dire. Voilà, avant d'entrer dans le dur de cette émission, c'est-à-dire l'entretien avec notre invité Gérard Patrick Toucault, il est médecin de santé publique. Je vous propose de mieux le découvrir à travers ce portrait signé Samuel Loé. Il y a environ 2 semaines, nous faisions une césarienne ici. Parce que quand on fait la césarienne chez la dame, on ouvre en dessous de l'ombilic. Oui. Donc après avoir ouvert, je me suis rendu compte qu'il y avait encore un fil de suture qui était là pratiquement 3 ans après. Or, c'était un fil non résorbable qui ne devrait pas se retrouver là. Et je demande aux autres personnels, mais comment se fait-il que le fil non résorbable soit encore là? On ne doit pas coudre à l'intérieur de la peau avec ce genre de fil. Ils disent, docteur, quand on faisait ça il y a 4 ans, on était à court de fils résorbables. C'est pour ça qu'on a fait ça. Ouais. Et on avait promis au médecin là que le jour où on va trouver le fil là, on va enlever et on va l'appeler pour lui dire qu'on a retiré ce fil. C'est comme ça qu'on a retiré ce fil-là et le lendemain, j'ai appelé mon collègue pour lui dire que ça aurait pu s'infecter. Bon, et bon, on a géré. Et ce fil avait passé combien d'années? 3 ans. 3 ans. Oui. Alors, ça veut dire que ce patient a eu de la chance parce que ça aurait pu s'infecter. Oui, ça aurait pu s'infecter. L'organisme aurait pu rejeter cela, mais c'était là comme toute chose. Ça alors. Je crois même que la patiente, vous l'avez vue dehors, elle avait son enfant pour la vaccination. Ah d'accord. Ça veut dire qu'elle se porte plutôt bien. Oui, elle se porte plutôt bien, oui. Dieu merci. Bonjour docteur. Ah, monsieur Tanier. Oui, bonjour. Finalement, vous avez pu arriver chez nous. Oui, je suis chez vous. Merci de me recevoir. Oh, soyez le bienvenu. Alors c'est plutôt bien, hein, la route pour arriver jusqu'ici chez vous, elle est plutôt très bonne. Oui, elle est bonne et vous savez que nous sommes au Cameroun. En général, les routes sont plutôt correctes. Je connais des gens qui ne seraient pas d'accord avec vous. Vous avez plutôt de la chance. Donc nous sommes ici à Métète, c'est ça? Oui, l'arrondissement de Kolmétète, le centre médical d'arrondissement de Nkolia, qui est dans le district de santé de Mbalmayo. D'accord. Bah, écoutez, faites-nous visiter vos locaux alors. D'accord, avec plaisir. Bon, déjà là, c'est un de nos collaborateurs, monsieur Foué. Bon, on va commencer par l'extérieur. Oui. Bon. Peut-être. On commence par là, oui. Bon, l'hôpital est en chantier. Oui. L'hôpital est en chantier. Il y a le forage qui est en construction. Il y aura des lampadaires là. Et il y a également un marché pour la réfection du bâtiment en lui-même. Et tout à l'heure, quand nous irons derrière, vous verrez les toilettes. Elles sont également en construction. Bon, là, ici, c'est la principale salle de consultation où on accueille les différentes urgences. Donc, notre principale salle de consultation où nous accueillons les urgences. Ouais. Ici, nous avons deux collaborateurs qui sont assez dévoués. Bonjour. Bonjour.
Oui. Continuer de travailler, ce sont des amis qui sont venus nous rendre visite. Donc, le fait que l'on soit sur l'axe principal nous amène à être toujours en éveil, parce que les urgences en termes de ceci ou de cela peuvent arriver à tout moment. Bon, aujourd'hui, c'est la journée de consultation prénatale et de vaccination pour les enfants. Ah, d'accord. Raison pour laquelle vous voyez chaque maman avec son enfant. Oui. Bonjour. Ici, c'est la salle de consultation et de vaccination, protection maternelle infantile. Bonjour. Madame Biloa, qui s'occupe très bien des enfants, des femmes enceintes et des femmes après l'accouchement. Est-ce que vous organisez par exemple des campagnes de sensibilisation pour leur faire comprendre l'importance des vaccins et puis les fréquences pour les différents cas de vaccination? Comment vous faites tout ça pour qu'elles soient informées? On fait les descentes sur le terrain avec les collègues. Nous allons dans les chefferies. On annonce, on se retrouve chez un chef du village. Elle vient nous trouver là, on fait une sensibilisation, des causeries éducatives. J'ai été affecté au programme national de lutte contre la cécité comme expert en santé publique. Et depuis 1 an, j'exerce ici au centre médical d'arrondissement de Kodia comme médecin-chef. La spécificité ou bien la particularité, je vais dire, c'est que ici, la dimension holistique, c'est-à-dire vraiment on prend le patient sous tous ses angles. Est-ce qu'il a bien dormi? Est-ce qu'il mange bien à la maison? Quelle est son eau de boisson? Est-ce qu'il dort sous moustiquaire? Est-ce que ses enfants sont allés à l'école? Donc on apprécie vraiment cette dimension holistique de l'individu. On ne se limite pas à est-ce qu'il y a la fièvre, est-ce qu'il y a la diarrhée. On appréhende ce total-là. Puisque vous savez, nous sommes en milieu plus ou moins rural. Le patient, quand il vient à l'hôpital, il ne va pas dire qu'il vient voir le gynécologue, il ne vient pas voir le cardiologue. Pour lui, le docteur sait tout faire. Oui, le docteur sait opérer, le docteur sait soigner, le docteur sait. Donc vous êtes plus ou moins contraint de faire tout cela. C'est un peu la particularité que nous avons, nous qui travaillons dans le domaine de la santé communautaire. Voilà. Donc là, on va continuer à la pharmacie. Oui. Et au laboratoire. Ah, ici c'est la pharmacie. Oui, ici c'est la pharmacie, ouais, c'est également en chantier. Et ici c'est le laboratoire. Monsieur Ndi, bonjour. Bonjour. Oui, c'est également en chantier chez vous. Bonjour. Oui. Bonjour. Alors en attendant, comment vous travaillez? Ouais, pour l'instant, on essaie de se débrouiller avec les tests rapides. Donc d'ici la soirée, la peinture va sécher, on va remettre tout. Et le travail va continuer 24 sur 24. Même dans la nuit, nous travaillons. Oui, donc là c'est la salle de garde du personnel. Donc, en général, lors de la garde, il y a deux intervenants principaux, raison pour laquelle vous voyez 2 lits. Ouais. D'accord. La suite, on va à droite. Bon, là, vraiment, désolé pour les... Oui. Tout ça, vraiment, nous sommes en chantier. Ça se voit que vous êtes vraiment en chantier. Oui. Vous êtes en chantier. Oui. Bon, ici, c'est l'unité de prise en charge des patients vivant avec le VIH. Oui. Donc, le traitement antirétroviral contre le VIH au Cameroun est gratuit. Oui. Donc, ce sont ces différents traitements-là. Là, ce sont les dossiers des patients. Oui. La principale difficulté, c'est le management. En même temps, il faut manager la population dans toute sa complexité. Il faut aussi manager le personnel dans sa diversité, les hommes, les femmes, les personnels temporaires qui n'ont pas toujours de salaire, les personnels de l'État en cours d'intégration, le médecin-chef lui-même qui parfois n'arrive pas à donner aux populations tout ce qu'elles attendent. Ok. Là, on va où? Nous allons à la maternité. Oui. Bon, ici, c'est la salle d'attente pour les patientes qui viennent accoucher. Dans le temps que le travail commence, vraiment, elles sont suivies là.
Là, c'est une table d'accouchement qui, en principe, devrait être ici, mais on l'a mise ici pour des besoins de travaux. Et là, c'est une seconde table d'accouchement. Oui, ceci, c'est pour apprécier l'enfant quand il vient de naître, apprécier ses différents paramètres. Donc là, c'est notre salle d'accouchement. Alors, combien d'accouchements vous pouvez faire ici par mois, par exemple? En moyenne, nous sommes entre 15 et 20 accouchements par mois. Ah oui, quand même, hein? Oui. Pour un petit village comme ça, c'est pas mal, hein? Non, pour un centre médical comme celui-ci, c'est mieux dit. Oui. Ah, c'est votre laboratoire ici? Non, notre bloc opératoire. Votre bloc opératoire. Donc, où nous faisons la plupart des chirurgies usuelles, c'est-à-dire césarienne, grossesse extra-utérine, hernie, appendicite. Et où nous gérons aussi les cas graves d'accident de la route. Ah, d'accord. Oui. Les cas d'accident de la route. Oui. Accident en général de moto? Oui, en général, c'est la moto. Ce sont des motos. Donc là, c'est la table d'opération. Là, c'est le lit. Là, la bouteille d'oxygène, l'aspirateur, la lampe pour nous aider à travailler. Et derrière vous, avez le Popinel pour stériliser le matériel. Oui. Alors là, on va où? Bon, on va voir les latrines qui sont en construction derrière. Bon, en passant, on voit les quelques salles d'hospitalisation. Salle d'hospitalisation. Oui. Donc, les matelas ont été retirés pour permettre que la peinture ne les salisse pas. Donc, là, c'est le derrière de l'hôpital. Oui. En général, les latrines, on les met plutôt derrière, on ne met pas à l'avant. Oui. Donc, ce sont des 4 blocs de latrines qui viennent d'être construites. Je crois qu'elles seront réceptionnées peut-être la semaine prochaine. C'est grâce au concours de la mairie. Oui. Peut-être c'est l'occasion pour moi de saluer Madame le maire pour son engagement à... Ah, donc tout ce chantier de réfection de l'hôpital, c'est l'œuvre de la mairie? Oui, c'est la mairie. Oui. Oui. Ah, c'est pas mal ça, non? Oui, c'est plutôt encourageant. Oui. C'est plutôt encourageant. Et comme je vous disais, c'est l'occasion pour moi de lui passer le bonjour. Oui. Alors, et au-delà des bâtiments, la peinture, les latrines, le forage. Le forage, tout ce qui est en train d'être fait, est-ce que l'hôpital a encore besoin d'autres travaux ici que la mairie devrait pouvoir réaliser? Oui. En termes d'échelle de priorité, je dirais que la première chose, c'est la clôture. La clôture. Nous avons besoin d'une clôture pour l'hôpital. Vous voyez, nous sommes sur un accès très fréquenté. Oui. Et n'importe qui, à n'importe quel moment, peut entrer à l'hôpital. Il faudrait une clôture. Et la seconde chose, je dirais, une autonomie en énergie. Oui, si on peut avoir une autonomie en énergie. Parce imaginez, vous êtes au bloc opératoire à 22h et le courant part. Et néo-coupe. Oui, c'est compliqué. Donc, vraiment, la clôture et l'autonomie en énergie. Bonjour ma soeur. Bonjour. Là, vous savez que l'eau c'est la vie comme dirait l'autre. Et le fait qu'on ait un chantier qui peut approvisionner en eau et les malades et le personnel et les populations riveraines n'est que le bienvenu pour nous au niveau de la commune d'Onkolme-Tête. Ok, merci. Nous avons également dans le cadre des transferts de crédit construit ces toilettes pour le CMA d'Onkolia. Vous êtes une formation sanitaire qui est à peu près au cœur de notre dispositif de santé dans la commune. Et c'est à travers vous que nous voulons effectivement promouvoir la santé de nos populations. Et nous allons continuer, toujours avec cet appui que le gouvernement nous apporte en permanence, d'améliorer vos conditions de travail pour un meilleur encadrement de nos populations. Vraiment, soyez-en rassurés, la commune serait toujours derrière vous pour vous apporter tout son soutien. Vous pouvez compter sur Madame le maire et sur nous qui sommes derrière elle. À très bientôt, docteur. Okay.
Docteur Patrick Gérard Patrick Touko, bonjour. Oui, monsieur Tanier, bonjour. Merci de nous recevoir ici dans votre hôpital. Vous êtes le chef du district, du centre de santé de Kolia, ici non loin de Métète. Peut-être je vais corriger, je suis le médecin-chef du centre médical d'arrondissement de Kolia, qui est dans l'arrondissement de Kolmétète, dans le district de santé de Mbalmayo. C'est la formulation exacte. Oui. Alors, avant de continuer dans cette émission, c'est quoi la nomenclature des types d'hôpitaux au Cameroun? Parce que beaucoup de gens peinent à faire la distinction entre hôpital de district, centre de santé, ainsi de suite. C'est quoi la nomenclature des hôpitaux au Cameroun? Au Cameroun, la pyramide sanitaire est en échelle. Au sommet, il y a les hôpitaux généraux. Par exemple, l'hôpital général de Yaoundé, l'hôpital général de Douala, l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé ou de Douala. Au niveau 2, il y a les hôpitaux centraux. Par exemple, l'hôpital central de Yaoundé, l'hôpital de référence de Samilima, qui est pas loin d'ici. Ensuite, il y a les hôpitaux de district. Il y a les hôpitaux régionaux. En dessous des hôpitaux centraux, les hôpitaux régionaux. Dans chaque capitale régionale, il y a un hôpital régional. Il y a également des hôpitaux régionaux annexes, comme par exemple à Yagua, qui n'est pas chef de région, un hôpital régional annexe. Ensuite, il y a les hôpitaux de district, comme l'hôpital de district de Mbalmayo. En dessous, il y a les centres médicaux d'arrondissement et enfin les centres de santé intégrés. Un des objets de notre passage ici, nous souhaitons qu'après nous, le centre médical d'arrondissement de Nkolia puisse être érigé en hôpital de district. C'est un plaidoyer sur lequel nous travaillons en ce moment. Écoutez, vous avez été entendu. En tout cas, merci de nous recevoir ici dans votre hôpital. Alors, vous venez de publier, je l'ai dit, un ouvrage de 121 pages paru aux éditions universitaires européennes. Le titre de cet ouvrage, c'est « Leçons apprises de la maladie à Covid-19 au Cameroun ». Alors, question classique, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire cet ouvrage? Ce qui m'a motivé... au plus profond de la crise à Covid-19, le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros, que je salue au passage, a dit, je le cite, « L'histoire nous jugera tous, non seulement sur la façon avec laquelle nous avons géré l'actuelle pandémie, mais aussi sur les leçons que chacun de nous a eu à tirer de cela. » Donc j'ai un peu copié le titre de mon livre dans son propos. Et au-delà de cela, quand on écrit, quand on décide d'écrire, c'est parce qu'on a trois objectifs. On écrit parce qu'on ne veut pas oublier. Si vous prenez note, c'est parce que je ne voudrais pas oublier. On écrit parce qu'on veut traduire sa pensée. J'écris parce que j'ai des idées, j'ai des projets, je les traduis par des écrits. Et enfin, on écrit parce qu'on veut transmettre aux générations futures des connaissances. Donc voilà également les trois motivations qui m'ont amené à écrire ce livre. Alors, vous êtes médecin et lorsqu'on entre dans votre livre, on s'attend à voir beaucoup d'aspects techniques, d'aspects liés aux questions de santé et tout. Mais votre livre, il aborde la question du Covid-19, certes sur le plan sanitaire, mais beaucoup plus d'un point de vue politique, économique et même social. Pourquoi vous avez fait ce choix-là? On s'attendait à voir un livre de médecin qui parle de médecine. Vous savez, la santé publique, ce qui est bien avec la santé publique, c'est qu'elle s'intéresse à la dimension holistique de l'homme, sur tous ces aspects, l'aspect politique, l'aspect économique, l'aspect social, l'aspect clinique, l'aspect environnemental. Donc on ne peut pas parler de santé publique en se limitant uniquement à la clinique. On peut parler de Covid comme problème de santé publique en se limitant uniquement au nombre de décès, au nombre de guéris. Non, on doit aller au-delà de cela. Le Covid, ce n'est pas seulement la maladie clinique. Le Covid, c'est également la maladie de la société. La raison pour laquelle on a abordé tous ces sujets-là. C'est se limiter à l'aspect clinique, ce sera très étroit. Et je ne suis pas sûr qu'on tirera des bonnes leçons à la fin de la crise. En clair, vous n'avez pas voulu faire un livre qui soit destiné uniquement aux médecins ou alors aux praticiens de la médecine? Notre livre a un triple intérêt. Le premier intérêt, je vais dire, il est académique. Académie, nous entendons par la transmission des connaissances à un public de préférence universitaire. Raison de plus, c'est qu'on a pris une maison universitaire européenne. Le second intérêt, il est stratégique. Donc par stratégie, nous voyons cet ensemble cohérent de comportements qu'un acteur adopte pour
préserver ses intérêts dans la société. Oui. Bon, et le troisième aspect, il est santé publique, dans la dimension holistique de l'homme, l'état de santé, l'état de bien-être complet qui doit passer en premier maintenant et toujours. Donc, je n'ai pas voulu me limiter uniquement à l'aspect santé publique. Il faudrait que tout le monde puisse le lire. Oui, que tout le monde puisse y trouver son compte. Alors, quelle est la situation du Covid-19 au Cameroun aujourd'hui, docteur? La situation du Covid-19 au Cameroun, au début de la crise, le ministère de la Santé a mis sur pied un système de gestion des incidents au Centre national des opérations d'urgence de santé publique. Ils font des points de presse quotidiens où ils donnent l'état du nombre de décès, nombre de guéris, nombre de nouveaux cas. Bon, les chiffres du 3 novembre, parce que les chiffres d'hier, le 4 novembre, j'avais une urgence managériale. Je n'ai pas suivi le point de presse d'hier, mais au 3 novembre, on était à 22 121 cas pour 429 guéris et 22 150 cas pour 429 décès et 22 100 guéris. Ce qui nous donne une létalité. La létalité, c'est-à-dire le nombre de personnes qui décèdent, d'une personne malade d'une maladie et qui en décèdent. Ce qui nous donne une létalité, si vous faites 429 divisé par 22 100, ça vous donne environ 1,9, ce qui est inférieur à 2, ce qui est formidable. Oui. Donc, ça veut dire que le taux de létalité au Cameroun est assez bas quand même. Oui, est faible, pas même bas. Faible, c'est la bonne expression. Oui. Alors c'est quand même paradoxal parce que, et vous-même vous l'observez dans votre livre, c'est que les mesures barrières ne sont pas très observées. Par exemple, le masque qui entraîne une incommodité quand même extraordinaire chez ceux qui l'utilisent. On n'utilise pas beaucoup de masques de protection au Cameroun et pourtant le nombre de contaminations et de décès est assez bas. Comment on explique cela? Il s'agit d'une question fondamentale. Oui. Elle est même juste et elle est pertinente. Oui. Oui. Plusieurs, en fait, avec d'autres professionnels de santé publique, nous échangeons sur la question. Oui. À chaque fois, nous avons émis un certain nombre d'hypothèses parce que jusqu'à présent, il n'y a rien qui puisse expliquer cela scientifiquement. Nous sommes encore au niveau des hypothèses. Oui. Et à l'heure d'aujourd'hui, il doit y avoir 4 ou 5 hypothèses qui puissent expliquer que, pas seulement au Cameroun, en Afrique, où en général les mesures barrières ne sont pas très bien respectées, mais qu'on ne décède pas autant qu'en Europe. La première chose, c'est qu'il y a eu une action précoce de nos gouvernements. Oui. Ça, il faudrait qu'on le reconnaisse. Peut-être ça a été facilité par le fait que le Covid soit arrivé en Afrique quelques semaines après l'Europe. Donc les gouvernements ont eu le temps d'agir très tôt en amont, donc prévenir, anticiper et commencer à mettre sur pied des mesures barrières, des mesures de protection individuelle et collective. Certains pays, avant même d'avoir le premier cas sur leur territoire, avaient déjà commencé à implémenter un certain nombre de mesures, de barrières, de certaines mesures de protection. Le Lesotho, qui est le dernier pays africain à avoir été contaminé par le Covid, a également très tôt mis sur pied des mesures de prévention. Ce qui fait que le Covid ne pouvait pas forcément avoir le même impact au début en Afrique qu'en Europe. Oui. Il y a ce paramètre action précoce là. Il y a aussi la jeunesse de la population. Oui. Donc ça, il faudrait qu'on le reconnaisse. La population africaine est essentiellement jeune. Oui. Et les effets du Covid sur les populations jeunes n'est pas le même que sur les populations d'un troisième âge. En Afrique, nous n'avons pas de maison de retraite, contrairement en Europe où beaucoup de personnes de troisième âge sont mortes dans les maisons de retraite. Oui. Un autre paramètre que l'on pourrait représenter, c'est le climat chaud sous les tropiques. Le virus de la grippe et le Covid ont une affinité particulière pour l'humidité, pour la fraîcheur, pour les températures basses. Donc le climat pourrait également avoir joué un rôle. Un autre élément, c'est, je crois, que la densité des populations. Oui. Dans nos pays africains, les populations se regroupent dans 2 ou 3 grandes métropoles. Oui. Dans le reste des villes, la densité est assez faible. Et très tôt, certains pays comme la Côte d'Ivoire, dès le 30 mars, Abidjan était refermé par rapport au reste du pays. Au Nigeria, Lagos et Abuja ont très tôt été refermés par rapport au reste du pays. Ceci a empêché au virus de facilement circuler. Bon, je peux citer un 5e élément sur lequel nous réfléchissons encore. Lui, c'est
et comment on dit, le fait qu'en Afrique, on prenne beaucoup de tisanes, on prenne beaucoup de potions traditionnelles, on prenne beaucoup de médicaments à tort et à travers. Dans les habitudes alimentaires, les consommations et oui, tout ça. Mais celui-là, je le mets entre guillemets. Mais c'est plus les 4 éléments que j'ai cités précédemment dans l'action précoce, la jeunesse de la population, le climat et la faible densité. Alors, est-ce que dans votre hôpital ici à Nkolia, vous avez eu des cas de coronavirus? Oui, nous avons eu un seul cas. Nous avons eu un seul cas de Covid, mais un cas asymptomatique. Oui. Puisque le district de santé a mis à notre disposition des tests rapides qui sont disponibles et le traitement également. Nous avons eu un seul cas qui a été pris en charge et ça va. Alors, vous parliez tout à l'heure du gouvernement camerounais qui très tôt a pris les mesures qui s'imposaient, ce qui a permis de freiner quand même la courbe de contamination. Alors, parmi ces mesures, il y a eu le confinement qui a été quand même une mesure assez impopulaire. Vous en parlez dans votre livre, une mesure qui a eu du mal quand même à passer au Cameroun comme dans bien d'autres pays africains en raison, dites-vous dans votre ouvrage, d'une économie qui est très axée sur l'informel. Effectivement. Oui. Alors, et donc, c'était quand même difficile pour les États africains de gérer ce genre de situation avec une population qui vit au jour le jour. Il faudrait d'abord qu'on reconnaisse que le confinement est utile, le confinement est nécessaire dans la lutte contre le Covid. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'un gouvernement décide de confiner sa population. C'est un passage obligé. Bon, maintenant, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. On est obligé de faire avec. Mais je crois qu'après, il y a eu des mesures de protection sociale qui sont venues plus tard. C'est vrai qu'elles ont retardé un peu, mais il y a eu cet accompagnement-là. Il y a eu des mesures d'assouplissement qui ont accompagné tout cela. Oui. Alors, dans votre livre, vous citez quand même un certain nombre de propos qui ont été entendus ça et là pour justifier le non-port, soit le non-port du masque ou alors le fait de refuser de se confiner. Et là, je cite un passage de votre ouvrage, vous donnez la parole à quelqu'un qui dit « Entre mourir de faim aujourd'hui et mourir d'un éventuel Covid demain, vous allez choisir quoi? Si je reste à la maison, c'est sûr que la famine va me tuer, alors que si je sors, ce n'est pas sûr que je vais être contaminé. » Ça, il faut dire quand même que le gouvernement était en face, ou alors non, pas le gouvernement, les populations étaient en face d'un choix cornélien, c'est-à-dire rester à la maison, mourir de faim, ou alors sortir, chercher de quoi élever sa famille et prendre le risque d'être contaminé. Oui. Vous savez, Monsieur Tagne, une pandémie est un processus dynamique où les défis à relever évoluent en permanence. Vraiment, il n'y a pas de modèle standard a priori de gestion de l'épidémie. On s'adapte au fur et à mesure. L'État est amené à trouver un juste équilibre entre sauver des vies, préserver l'économie et préserver la société. Vraiment, c'est comme un jeu d'équilibre. Cette personne que j'ai interviewée est en droit de se plaindre. C'est l'instinct de suivi économique. Ça va de soi. Mais comme je disais tantôt, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Il y a eu des mesures d'assouplissement après. Alors, comment est-ce que le gouvernement peut-il utiliser la technique du Health Belief Model dont vous parlez dans votre livre pour amener les gens à respecter ces prescriptions? Le Health Belief Model, c'est un modèle de croyance en santé. Ou qui est basé sur ces principes. En fait, en résumé, c'est pour dire quoi? Qu'il faudrait que les populations se sentent intéressées par quelque chose pour adopter ce comportement-là. Si vous convainquez une personne que si vous sortez de la maison, vous serez contaminé du Covid et vous allez laisser vos enfants orphelins, vous allez laisser votre épouse veuve, et ce que vous gagnerez dehors ne permettra jamais de les remplacer, la personne va adhérer. Et si en plus de cela, vous dites qu'en restant à la maison, l'État viendra vous apporter de quoi gérer vos besoins pendant la période de confinement, la personne adhérera davantage. Si la personne sait que le Covid, s'il sort, il va être contaminé par le Covid, et que lui-même risque de décéder, elle va davantage adhérer. Donc c'est tous ces modèles-là qui nous avons développés dans le livre et qui accompagnent la plupart des programmes de santé publique
qui peuvent bien marcher. En clair, dans le Health Belief Model, il est question de montrer à quelqu'un l'intérêt qu'il a à se protéger, l'intérêt qu'il a à respecter les mesures qui sont édictées par le gouvernement et par les personnels de santé. Oui, l'intérêt qu'il a à adopter un comportement de santé. Oui. Oui. Alors, est-ce que vous pensez que cela a été fait dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 au Cameroun? Cela a été fait, mais on pouvait mieux le faire. Oui. Oui. Cela a été fait par tâtonnement. On pouvait mieux le faire. Raison pour laquelle vous avez dans le livre, en sous-titre, on dit pour améliorer. Oui. Parce qu'il y a des choses bien qui ont été faites maintenant, on voudrait améliorer afin de mieux répondre plus tard. Si on s'arrête juste là, oui, bon, on a géré le Covid. La prochaine crise ne sera pas forcément une crise en rapport avec la santé. Il faudrait dire qu'on s'accorde sur certains paradigmes qui, les semaines, les mois à venir permettront qu'on puisse vraiment gérer ça. Donc le Health Model a été appliqué par tâtonnement. Maintenant, il est question qu'on s'inspire davantage de cela pour résoudre les problèmes de santé publique. D'accord. Docteur, je vous propose de prendre une pause, mesdames et messieurs. Nous allons prendre une pause dans cette émission. Nous revenons dans quelques secondes pour la suite de cet entretien avec notre invité. Merci. De plus en plus d'appareils sont connectés à Internet et se protéger contre les menaces peut paraître bien compliqué. Et si la cybersécurité devenait accessible à tout le monde? C'est pour cela que nous avons créé Bitdefender Central, votre portail de gestion simplifié de sécurité. Installez une protection sur n'importe quel appareil, le tout à distance. Gardez le contrôle où que vous soyez. Si le PC de Marie se comporte de façon suspecte, analysez-le à distance depuis votre application. Optimisez et nettoyez aussi votre ordinateur. Utilisez le contrôle parental pour garder un œil sur vos enfants et superviser leurs activités en ligne. Et si un de vos appareils est introuvable, utilisez le module antivol pour le localiser en temps réel. Restez informé à tout moment de votre sécurité. Bitdefender Central, votre sécurité simplifiée. Voilà, mesdames et messieurs, retour dans cette émission avec notre invité, le docteur Gérard Patrick Touko. Il est médecin de santé publique. Il nous accueille ici dans son hôpital à Nkolia, dans l'arrondissement de Nkolmetet. Alors, docteur, le coronavirus, comme tout le monde le sait, est parti de Chine, de Wuhan. Et aujourd'hui, c'est quand même extraordinaire parce que les autorités chinoises semblent avoir maîtrisé la maladie. C'est quoi leur secret? Une maladie qui est partie de la Chine et aujourd'hui, la Chine n'est plus le pays le plus contaminé. Quel a été le secret des Chinois face à cette maladie? C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut parler à juste titre du modèle chinois dans la lutte contre le Covid. Parce que, comme vous dites, les premiers cas ont été déclarés en Chine, mais très tôt, la courbe de l'épidémie a été modifiée. Oui. On s'attendait à avoir une croissance exponentielle, atteindre un pic et maintenant aller vers la période de déclinaison. Mais en Chine, ça n'a pas été le cas. À mon avis, 3 raisons peuvent expliquer cela. Oui. Déjà parce que l'alerte précoce. Très tôt, les chercheurs chinois ont publié dans les rubriques internationales la présence d'un virus atypique sur lequel ils n'arrivent pas à
à bien se prononcer, ce qui a mobilisé les scientifiques d'Europe, les scientifiques d'Amérique. On a commencé à séquencer le virus, on a étudié le génome du virus, on a commencé à essayer des traitements parce que l'alerte a été précoce par les chercheurs chinois. Oui. Le deuxième élément, c'est le confinement précoce. Oui. Les Chinois n'ont pas mis beaucoup de temps pour confiner la population. Oui. Très tôt, vraiment, ils ont Confiner ils tout ont le monde. confiné et les résultats ont suivi. Il y a eu cette alerte précoce, il y a eu ce confinement, si je veux dire, précoce. Et il y a aussi la discipline chinoise, la discipline asiatique. En général, ce sont des populations assez disciplinées qui adhèrent au traitement. Est-ce que ce n'est pas plutôt une dimension politique? Parce qu'aujourd'hui, on observe qu'en Europe, il y a une résurgence de la maladie. On assiste à une seconde vague de contamination qui est assez spectaculaire. Pendant ce temps, en Chine, c'est assez maîtrisé. Et en Chine, on sait très bien que c'est un pouvoir qui est suffisamment autoritaire. Quand on dit de porter le masque, tout le monde porte le masque, on ne discute pas. Confinement, tout le monde se confine, on ne discute pas. En Europe, on est dans des environnements de grande démocratie, dit-on, où les gens sont tout le temps en train de râler. Donc, il y a une dimension politique quand même, non? Si on fait la comparaison entre la courbe épidémique chez les Chinois et en Europe. Il y a une dimension politique, je ne dirais pas politique, moi je dirais culturelle. Oui. La culture chinoise et la culture européenne, elles sont vraiment différentes. Oui. Comme vous dites, en Chine, quand on dit il faut aller à gauche, on va à gauche. Quand on dit il faut aller à droite, il faut à droite. Quand on dit que c'est pour l'intérêt de la nation, vraiment c'est pour l'intérêt de la nation. Et oui, parfois les régimes autoritaires ont des avantages. Oui. Donc, l'autoritarisme chinois a un peu joué dans la lutte contre le Covid. En Europe, ce sont les grandes, ils ont la culture de la démocratie, la culture de l'opposition, la culture de l'affrontement. Du consensus, il faut convaincre tout le monde avant de mettre en œuvre un certain nombre de mesures. C'est un moment, l'État doit prendre ses responsabilités et dire non, pour l'intérêt de la nation, on fait comme ça. Je pense que c'est plus la culture chinoise qui les a épargnés, qui a modifié la courbe épidémique chez eux. Alors, et vous citez là-dedans les autorités, dans votre livre, les autorités de l'OMS qui sont assez admiratives de ce qui s'est passé en Chine dans la maîtrise de cette maladie. Oui, comme je parlais tantôt de modèle chinois. Oui, mais je voudrais qu'on s'accorde le fait qu'en matière de gestion des pandémies, il y a des normes, mais il n'y a pas de modèle a priori. Oui. Le modèle chinois, au départ, on ne savait pas que ça allait être un modèle. Maintenant, c'est a posteriori qu'on parle du modèle chinois. Oui, donc aujourd'hui, les autorités de l'OMS prennent vraiment comme un modèle. Oui. Et c'est bien, c'est vraiment confortable et on doit s'inspirer de cela. Peut-être il y a un élément que j'ai évité de signaler tout à l'heure, c'est les Chinois ont très tôt mobilisé leur veille sanitaire. Oui. La veille sanitaire, c'est quoi? C'est cet ensemble de médecins, pharmaciens, aides-soignants, radiologues, volontaires, et qui sont prêts à être mobilisés à tout moment et qui vont apporter un résultat immédiatement dans l'intérêt de l'État. Il faudrait que chez nous, on prenne la culture de cette veille sanitaire-là. Ça pourra nous aider aussi pour les prochaines épreuves. Cela demande de grands moyens, à la fois matériels, financiers et humains, non? Cela demande des moyens, pas forcément financiers, ça demande une bonne volonté, ça demande une bonne organisation. La veille stratégique, c'est quoi? La veille stratégique, elle est là pour déceler les signaux faibles. C'est-à-dire, dès que vous voyez, si on vous dit qu'il y a un morceau de papier là, ça peut vous signifier quoi? Les signaux faibles qui plus tard pourront être fiables et même vérifiables. J'aime bien cette expression fiable et vérifiable. Et maintenant qui vont amener vers la prise de décision. On doit avoir chez nous la culture de la veille stratégique, la culture de la veille sanitaire même. Est-ce qu'au regard de ce qui s'est passé en Chine, de la maîtrise de cette maladie par les Chinois, on peut dire que le confinement aujourd'hui est le meilleur moyen de lutte contre le coronavirus? Le confinement est un moyen indispensable. Oui. Le confinement est un moyen nécessaire et il est utile. Il est difficile de réussir une politique de lutte contre le Covid sans recourir au confinement. Oui. Et dans certaines situations, il est même indispensable. Certaines situations peuvent être comme le meilleur moyen. Oui. Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers la recherche, vers les chercheurs. Est-ce qu'on a aujourd'hui une idée
de quand est-ce qu'on aura un vaccin ou un médicament contre le coronavirus? La question du vaccin est une question d'actualité. Oui. Oui, il y a cela 2 jours, le directeur général de l'OMS disait que près de 170 chercheurs travaillent dessus et qu'il est fort probable qu'avant la fin de l'année 2021, qu'un vaccin soit disponible. Mais pour qu'un vaccin soit disponible, il faudrait qu'il réunisse au moins 3 éléments. Il faudrait qu'il soit sûr que M. Tanyam sache que si on vient faire le vaccin à mon enfant, ça va le... Enfin, ça va le prévenir. Non, sûr, ça ne va pas entraîner une autre maladie. Oui. Que ça va le protéger du Covid, mais ça ne va pas créer d'autres effets dans son organisme. Tout à fait. C'est plus ça sûr. Maintenant, qu'il soit efficace, c'est là maintenant que ça doit vraiment prévenir le Covid, et enfin qu'il soit accessible. C'est-à-dire que le coût, on va mettre sur le marché un vaccin qui va coûter 500 000, ce qu'on aura raté. On va mettre sur le marché un vaccin qu'on ne pourra pas trouver dans les pays sous-développés, ce sera raté. Oui. Mais la question du vaccin, elle est là, elle est pertinente. C'est vraiment un défi pour l'Organisation mondiale de la santé. Oui. Alors, aujourd'hui, on observe comme une forme de défiance des populations, surtout en Afrique, même ailleurs, mais parlons d'Afrique. Les gens manifestent une certaine défiance ou alors une certaine méfiance vis-à-vis des vaccins. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de risque aujourd'hui que des gens refusent de se faire vacciner si même on trouvait un vaccin contre le coronavirus? Je crois qu'il faudrait d'abord qu'on soit d'accord sur certains préalables. Oui. La vaccination est aujourd'hui une des plus belles choses, une des choses les plus efficaces, une des choses les plus confortables que la science ait mise à la disposition de la médecine. Oui. Des maladies comme la variole ont été éradiquées grâce au vaccin. La poliomyélite est en cours d'éradication grâce au vaccin. Aujourd'hui, des maladies comme la fièvre jaune, comme la méningite, comme le cancer de l'utérus sont prévenues grâce à la vaccination. Maintenant qu'aujourd'hui, certaines personnes soient méfiantes ou ont plus ou moins des restrictions par rapport au vaccin, moi, je peux le comprendre. Oui. Je le comprends même. Comprendre ne veut pas dire accepter. Oui. Oui, je le comprends. C'est le premier pas pour résoudre ce problème-là, c'est d'abord comprendre ces situations-là. Je le comprends parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme intox qui est devenu infox, aujourd'hui, avec le boom des réseaux sociaux, aujourd'hui, avec même l'intégrisme religieux. L'intégrisme religieux, les personnes sont amenées à parfois changer de paradigme, changer de façon de comprendre les choses. La première étape, c'est d'abord comprendre que ces difficultés puissent exister. Une fois qu'on a compris, on met une réflexion pour les amener à changer d'avis. Et aujourd'hui, il faut créer, il faut innover pour mieux protéger. Le Covid est venu faire, comme on dit au quartier, le Covid est venu semer le doute dans la tête des gens. Il faut faire partie de ce doute-là. Oui. Et le ministère de la Santé publique a compris cela et le ministre a publié un communiqué en rapport à cela il y a quelques jours. L'Ordre national des médecins l'a accompagné, a également publié un communiqué en rapport à cela pour rassurer les populations sur les caractères sûrs et efficaces des vaccins qui sont en circulation dans nos pays. Alors il y a quand même une grosse psychose autour des vaccins. Le dernier phénomène en date, c'est le vaccin contre le cancer du col de l'utérus, où on entend toutes sortes de choses au sujet de ce vaccin-là. Comment est-ce qu'on peut expliquer beaucoup d'enfants aujourd'hui sont vaccinés, il y a des campagnes de vaccination qui datent de je ne sais pas combien d'années. Comment ça se fait qu'aujourd'hui les gens deviennent si méfiants envers le vaccin? Et surtout sur la question du vaccin contre le cancer du col de l'utérus. C'est quoi le problème? Vous me demandez c'est quoi le problème, je vais vous dire que je ne sais pas. Oui. Parce qu'à mon avis, il n'y a pas de problème. Oui. À mon avis, il n'y a pas de problème. Peut-être quand je me serais rapproché des parents qui trouvaient un obstacle à cela, je pourrais mieux répondre à votre question. Mais au-delà de cela, nous ne devons pas nous focaliser uniquement sur le cancer du col de l'utérus. Parce que dans 3 mois à 4 mois, il y a un autre vaccin qu'on va mettre sur le marché. Il y aura toujours cette même méfiance-là. La question qu'on va se poser, c'est que comment faire aujourd'hui pour que les populations puissent adhérer au vaccin comme par le passé. Oui. Et
qu'est-ce qui peut expliquer cela? L'évolution de nos sociétés. Je parlais de l'Internet. Les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous allez sur WhatsApp, on va dire du tout et du n'importe quoi qui parfois n'a rien à voir avec la réalité. Oui. Et aujourd'hui, avec les conditions de vie qui sont difficiles, les populations sont devenues crédules. Les populations sont devenues d'une crédulité facile. On est amené à croire tout ce qu'on nous dit. Et parfois aussi, je vais dire, l'oisiveté nous amène à nous opposer même aux choses qui n'ont pas de sens. Oui. Sinon, en principe, il n'y a rien qui peut expliquer qu'un État, qu'un pays, volontairement, décide de mettre sur le marché un vaccin qui n'a pas sa place. Mais comme je dis, la première étape est vraiment de comprendre déjà pourquoi il y a cet obstacle-là, de voir comment, au-delà du cancer, du vaccin contre le cancer du col, voir comment les autres vaccins pourront être administrés sans problème. C'est sans problème, effectivement. Alors, depuis l'avènement du coronavirus, on entend quelque chose dans l'opinion. Vous l'avez aussi dit dans votre livre, c'est que le coronavirus représente une opportunité pour les pays africains. Alors, personnellement, j'ai du mal à vous suivre. En quoi une maladie qui tue, qui plombe l'économie, peut-elle être une opportunité pour le Cameroun, par exemple? Pour commencer ma phrase, je ne sais pas si je dois commencer par « à cause » ou bien « grâce ». Oui. Moi, je préfère commencer par « à cause », mais vous allez me corriger à la fin de la phrase. À cause du Covid, je me lave les mains régulièrement en journée. À cause du Covid, j'ai installé un seau d'eau devant chez moi où les enfants se lavent les mains régulièrement. À cause du Covid, les élèves ont eu ce qu'on appelle la culture d'apprentissage. Donc, avec le confinement, les élèves n'apprenaient plus parce qu'ils attendaient une note chiffrée. On dit vous avez 14, vous avez 15 semaines. Ils apprenaient parce qu'on leur a appris qu'apprendre bien. Vous apprenez parce que vous devez être des hommes. Vous apprenez parce que l'école vous ouvre. L'école est la clé d'un bon avenir. Ça, c'est à cause du Covid. À cause du Covid, des structures informelles ont mis sur pied des cache-nez, des gels hydroalcooliques, des mouchoirs. Et ça a créé comme une forme d'industrie informelle. Oui. Maintenant, à chacun de saisir son opportunité dans tout cela. Une opportunité, c'est quoi? Une opportunité, c'est une occasion qui se présente à vous, qui n'est pas permanente, elle est ponctuelle, elle est passagère. Maintenant, à vous de voir comment la saisir pour trouver votre gain. Maintenant, chacun de saisir son opportunité dans cela. Les industries ont aujourd'hui l'opportunité de passer du secteur informel avec les énormes quantités de masques qu'elles ont produites, les énormes quantités de gel alcoolique qu'elles ont produites, le nombre de personnes qu'elles ont employées. Aujourd'hui, elles ont la possibilité de passer du secteur informel au secteur formel. Je crois que ça, c'est une très, très grande opportunité. Aujourd'hui, tout à l'heure, parmi la cause, peut-être je devais ajouter, à cause du Covid, il y a eu comme cette transition numérique. Nous nous sommes tous mis à l'école du numérique. Moi, par exemple, l'application Zoom, je ne la connaissais pas. À cause du Covid, j'ai connu ce qu'on appelle Zoom, les webinaires, les vidéoconférences et autres. Nous nous sommes tous mis à l'école du numérique. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de saisir le numérique là pour mieux gérer nos activités. Aujourd'hui, la présentielle n'est plus indispensable. N'est plus indispensable. Avec le Covid, on gère les choses à distance. Même les professionnels de la santé ont l'occasion de saisir cette transition numérique pour gérer les patients à distance. Ça devient même comme une alternative à la phobie des hôpitaux qui a été créée par le Covid. Et l'hygiène qui est fondamentale dans notre vie. On nous a appris à nous laver les mains régulièrement, on nous a appris à avoir des points d'eau à la maison pour nous laver les mains. Je pense que là, c'est autant d'opportunités que nous avons, là je vais plus dire à cause, que nous avons grâce au Covid. Alors, et sur le plan de la santé publique, qu'est-ce que le coronavirus va changer dans l'approche de santé publique au Cameroun, par exemple? Le coronavirus va nous permettre de renforcer notre système de veille stratégique. Parce qu'on a été un peu surpris. On a été surpris. C'est vrai que, j'ai dit à mon point introductif, le Covid est arrivé en Afrique un peu de temps après l'Europe, mais nous avons été surpris. Notre système de veille n'était pas vraiment aiguisé. Donc grâce au Covid-19, la veille stratégique, elle est là, elle est présente et elle est continue. On pourra déceler les signaux faibles
qui vont devenir fiables et vérifiables et sur lesquels on pourra s'appuyer pour prendre des bonnes décisions. Également, au plan de la santé publique, le Covid nous a appris des notions comme du confinement que nous ne maîtrisions pas, des notions comme la bulle sociale que nous ne connaissions pas. Aujourd'hui, on peut faire la différence entre une quatorzaine, une quarantaine et un isolement. Ça c'est au niveau de l'aspect conceptuel. Le Covid-19 nous a rappelé, je crois que là j'ai un peu d'émotion dans la voix quand j'évoque ça. Le Covid-19 nous a rappelé que la santé est le capital humain le plus important. Vraiment, on peut blaguer avec tout, on peut s'amuser avec tout, mais une fois que la santé n'est pas au rendez-vous, tout s'arrête. Une fois que la santé est menacée, on ferme toutes les portes. C'est ce qui s'est passé là. Donc je profite de votre émission pour faire un plaidoyer vraiment à l'endroit de nous, à l'endroit des décideurs, des gouvernements, et à l'endroit de nous tous, vraiment pour qu'on donne aux professionnels de santé la place qui est la leur dans la société. C'est un plaidoyer que je profite pour passer. C'est passé votre plaidoyer. Alors, l'autre chose qu'on observe, c'est qu'il y a un risque que les autres maladies soient négligées au profit du coronavirus parce qu'on aura concentré tous les moyens à la fois financiers et humains dans la lutte ou alors la recherche contre le coronavirus en négligeant un peu les autres maladies, non? Par exemple, la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là? L'histoire nous apprend, moi j'aime bien l'histoire, nous apprend que lors de l'épidémie d'Ebola, on avait eu une résurgence des cas de paludisme, une résurgence des cas de tuberculose, une résurgence, une baisse des chiffres de la vaccination qui était en partie liée au virus Ebola. Est-ce que les mêmes causes vont produire les mêmes effets chez nous? Ça, je ne pense pas. Parce que, quoi qu'on le dise, quand même, le ministère de la Santé est assez bien organisé et les partenaires, et chaque partenaire agit indépendamment, mais également en collaboration avec le ministère. Donc, le programme national de lutte contre le paludisme, le programme national de lutte contre la tuberculose, le programme national de lutte contre le VIH sont plus ou moins autonomes et on ne peut pas retirer tous les financements pour mettre uniquement au Covid et laisser les autres programmes souffrir. Ça, je ne pense pas. C'est vrai que je n'ai pas la science infuse, mais je ne pense pas. Voilà, docteur Gérard Patrick Toucault, merci de nous avoir reçus ici dans votre hôpital. Merci. Ok, c'est moi qui vous dis merci, monsieur Tanier. Merci d'avoir pris le temps de lire mes écrits. Oui. Je connais votre qualité littéraire, je connais vos qualités scientifiques, je connais vos qualités humaines même. Merci d'avoir pris le temps de lire. C'est moi. En tout cas, j'ai pris du plaisir à lire ce livre qui est très bien. Merci. Écoutez, on en reste là. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette autre édition de votre émission Autant le dire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. En attendant, continuez à vous abonner à Naya TV à travers les liens qui s'affichent au bas de votre petit écran. À bientôt. De plus en plus d'appareils sont connectés à Internet et se protéger contre les menaces peut paraître bien compliqué. Et si la cybersécurité devenait accessible à tout le monde? C'est pour cela que nous avons créé Bitdefender Central,
votre portail de gestion simplifié de sécurité. Installez une protection sur n'importe quel appareil, le tout à distance. Gardez le contrôle où que vous soyez. Si le PC de Marie se comporte de façon suspecte, analysez-le à distance depuis votre application. Optimisez et nettoyez aussi votre ordinateur. Utilisez le contrôle parental pour garder un œil sur vos enfants et superviser leurs activités en ligne. Et si un de vos appareils est introuvable, utilisez le module antivol pour le localiser en temps réel. Restez informé à tout moment de votre sécurité. Bitdefender Central, votre sécurité simplifiée.